En 1966, dans une salle de réunion du site Breguet, à Vélizy-Villacoublay, un ingénieur français pousse un dossier technique vers son homologue britannique de la British Aircraft Corporation. Le Britannique l'ouvre, parcourt les chiffres et réalise que toutes les dimensions sont en millimètres. Les siennes sont en pouces. Les deux hommes travaillent sur le même avion, mais leurs plans ne décrivent pas le même objet. Ce malentendu n'est pas une anecdote. Il résume la naissance du Jaguar, un appareil que deux nations vont concevoir ensemble sans jamais partager la même vision, le même vocabulaire technique, ni la même idée de ce à quoi il doit servir. Tout commence par un calcul budgétaire. À la fin des années 50, la France et la Grande-Bretagne arrivent séparément à la même conclusion. Développer un avion de combat moderne coûte trop cher pour un seul pays. Londres vient de dépenser des sommes colossales sur le programme TSR-2, un bombardier supersonique si ambitieux que le Trésor britannique menace de couper les crédits. Paris finance simultanément 3 programmes d'assaut et sait que les budgets militaires ne suivront pas. La logique est implacable, il faut partager les coûts. Mais la logique ne dit pas comment faire travailler ensemble deux industries qui se considèrent mutuellement comme des rivales depuis un demi-siècle. Le problème fondamental apparaît dès la première réunion. La France veut un avion d'appui tactique, léger, capable de frapper des colonnes blindées en Afrique et de décoller de pistes sommaires. La Grande-Bretagne veut un biplace d'entraînement avancé, capable à terme d'emporter une charge nucléaire tactique sur le théâtre européen. Ce sont deux philosophies de guerre. Paris pense aux conflits post-coloniaux qui ne cessent jamais. Londres pense à la Troisième Guerre mondiale qui ne vient jamais. En 1965, les deux gouvernements signent un protocole d'accord. Une entité commune est créée, la CP4, Société européenne de production de l'avion d'école de combat et d'appui tactique. Le nom lui-même est un compromis. Il contient les mots « école de combat » pour satisfaire Londres et « appui tactique » pour satisfaire Paris. Personne ne remarque que l'acronyme est imprononçable. Ou plutôt, personne ne s'en soucie, parce que chaque camp est convaincu que cet avion n'est qu'une étape provisoire avant le vrai projet national. La guerre la plus féroce du programme ne se déroule pas dans un bureau d'état-major, mais entre deux motoristes. La France exige que Turboméca fournisse le réacteur. La Grande-Bretagne refuse catégoriquement tout moteur qui ne porte pas le nom de Rolls-Royce. La solution est typique de ce mariage forcé. On crée un moteur hybride, le Adour, développé conjointement par Rolls-Royce et Turboméca. En pratique, cela signifie que chaque décision technique passe par deux chaînes de commandement, deux langues, deux cultures d'ingénierie. Les réunions durent le double du temps normal. Chaque spécification est négociée comme un traité diplomatique. Un ingénieur de Turboméca propose une solution. Rolls-Royce la conteste. Un ingénieur de Rolls-Royce propose une alternative. Turboméca exige des modifications. Le moteur qui en sort ne satisfait pleinement ni les uns ni les autres. Mais il fonctionne. Et c'est précisément là que se cache l'ironie fondatrice du Jaguar. Chaque fois qu'une équipe tente de pousser une caractéristique trop loin, plus de puissance, plus de sophistication, plus de capacité spéciale, l'autre équipe la freine. Non par sagesse, mais par méfiance. Le résultat est un avion sans excès, sans génie particulier, sans caractéristiques qui fassent rêver les pilotes d'essai. Un avion moyen. Mais un avion où tout fonctionne, où rien n'est fragile, où chaque système a été simplifié par le désaccord permanent de ses créateurs. La médiocrité par compromis va se révéler une forme accidentelle de robustesse. Le 8 septembre 1968, le premier prototype décolle. L'événement ne provoque aucune excitation particulière dans les états-majors. À Paris, Dassault travaille déjà sur le Mirage F1 et prépare les études du futur Mirage 2000. À Londres, le programme Panavia Tornado prend forme. Un avion à géométrie variable, technologiquement spectaculaire, tout ce que le Jaguar n'est pas. Des deux côtés de la Manche, le Jaguar est perçu comme un bouche-trou, une machine de transition. On l'a construit parce que l'accord est signé, parce que les budgets sont engagés, parce qu'il faut quelque chose en attendant le vrai avion. Personne dans cette salle de Vélizy, personne dans les bureaux de Wharton, personne au ministère de la Défense à Paris, ni au Ministry of Defence à Londres, ne soupçonne ce qui va suivre. L'avion provisoire va durer plus longtemps que les carrières de tous ceux qui l'ont conçu. Les vrais avions,
les projets nationaux portés par la fierté et l'ambition vont tour à tour connaître des retards, des dépassements de budget, des crises politiques. Et pendant ce temps, le Jaguar, celui que personne n'aimait, va simplement continuer à voler, à combattre et à survivre. Mais en 1968, tout cela est invisible. La seule question qui préoccupe les deux états-majors est la suivante. Combien de temps faudra-t-il avant de pouvoir remplacer cette machine par quelque chose de mieux? En 1971, Marcel Dassault signe le rachat de Breguet Aviation. L'homme qui a bâti son empire sur les mirages, qui a vendu ses chasseurs à Israël, à l'Inde, à l'Australie, qui considère chaque avion portant son nom comme une extension de sa volonté personnelle, se retrouve propriétaire d'un programme qu'il n'a pas lancé, qu'il n'a pas voulu, et qui concurrence directement ses propres machines. Le Jaguar est désormais un avion Dassault, et Dassault ne sait pas quoi en faire. La situation est d'un absurde que même un romancier n'oserait pas inventer. La même entreprise doit désormais vendre le Jaguar à l'exportation, tout en poussant le Mirage F1 sur les mêmes marchés, auprès des mêmes clients, parfois lors des mêmes salons aéronautiques. Les commerciaux de Dassault se retrouvent dans des délégations où ils présentent deux avions concurrents fabriqués par leur propre maison. Quand un pays demande un avion d'attaque au sol polyvalent, quelle machine recommander? Celle qui porte le nom Dassault depuis sa naissance ou celle qui porte le nom Dassault par accident juridique? Marcel Dassault tranche avec la logique froide d'un industriel qui a survécu à Buchenwald et reconstruit un empire à partir de rien. Le Jaguar existe, les contrats sont signés, les chaînes de production tournent, on honore les engagements. Mais l'énergie commerciale, le prestige, les délégations étrangères invitées à Saint-Cloud pour des dîners fastueux, tout cela reste réservé au Mirage. Le Jaguar reçoit le service minimum. Il vole, il est livré, il fonctionne, mais personne chez Dassault ne se bat pour lui dans les couloirs du pouvoir. Et pourtant le Jaguar se vend. Pas grâce à Dassault, presque malgré lui. L'Inde passe commande d'une version qui sera produite sous licence à Bangalore. Pour New Delhi, le calcul est simple. Le Jaguar coûte moins cher que le Mirage, il est plus facile à entretenir, et l'accord de production locale offre un transfert de technologie que Dassault ne propose pas sur ses machines vedettes. Le Sultanat d'Oman achète, le Nigeria achète. Des pays qui n'ont ni les budgets ni les infrastructures pour opérer des chasseurs sophistiqués découvrent qu'un avion conçu par le compromis entre deux grandes puissances correspond exactement à leurs moyens. Le paradoxe est cruel pour ceux qui ont dessiné le Jaguar en rêvant d'autre chose. Breguet voulait un avion de guerre français. Bach voulait un appareil de combat britannique. Le compromis a produit un avion qui ne correspond parfaitement ni à la doctrine française ni à la doctrine britannique, mais qui convient remarquablement bien à des forces aériennes du tiers-monde qui cherchent un outil fiable, pas un symbole de puissance nationale. La médiocrité assumée du Jaguar est devenue son argument de vente principal sur les marchés où la fiabilité compte plus que la vitesse maximale. Pendant ce temps, les deux vrais projets nationaux avancent, lentement. En Grande-Bretagne, le Tornado prend du retard. Le programme multinational avec l'Allemagne et l'Italie accumule les dépassements de coûts et les querelles industrielles qui rappellent étrangement celles du Jaguar, mais à une échelle financière bien supérieure. En France, le Mirage 2000, l'avion qui doit incarner la supériorité technologique française pour les décennies à venir, ne volera pas avant 1978 et n'entrera en service qu'en 1984. Entre le moment où le Jaguar a été déclaré provisoire et le moment où son remplaçant français est enfin opérationnel, il se sera écoulé plus de 15 ans. 15 ans pendant lesquels le Jaguar est le seul avion d'attaque au sol disponible en nombre suffisant dans l'armée de l'air française. 15 ans pendant lesquels les escadrons de Jaguar forment des pilotes, perfectionnent des tactiques, accumulent des heures de vol sur un appareil que l'état-major considère officiellement comme une solution d'attente. Les pilotes qui montent dans le cockpit savent que leur avion n'est pas aimé en haut lieu. Ils savent que les crédits de modernisation vont ailleurs. Ils savent que dans les rapports officiels, le Jaguar est toujours mentionné avec la même formule prudente, en attendant l'arrivée des systèmes de nouvelle génération. Mais les systèmes de nouvelle génération ne sont pas encore là quand le téléphone sonne dans les bases aériennes françaises au début des années 80. Le Tchad s'enflamme, la Libye de Kadhafi pousse ses colonnes blindées vers le sud,
et Paris décide d'intervenir. Il faut envoyer des avions capables de frapper au sol, dans le désert, depuis des pistes en terre battue, avec un soutien logistique minimal. Le Mirage F1 est un intercepteur, pas conçu pour ce travail. Le Mirage 2000 n'est pas encore prêt. Il reste le Jaguar, l'avion provisoire, l'avion que personne n'aimait, l'avion de compromis construit par deux pays qui ne voulaient pas vraiment le construire. C'est lui qu'on envoie au Tchad. Et personne ne sait encore que cette guerre dans le sable va transformer un bouche-trou en machine de combat éprouvée, à condition qu'il survive aux conditions pour lesquelles il n'a jamais été conçu. Le Tchad, en 1983, ressemble à ce qu'aucun manuel de l'OTAN n'a jamais décrit. Des pistes d'atterrissage tracées au bulldozer dans le sable, des températures qui dépassent 50 degrés à l'ombre, quand il y a de l'ombre, un vent de sable permanent qui s'infiltre dans chaque joint, chaque turbine, chaque connecteur électrique. L'opération Manta mobilise des milliers de soldats français pour bloquer l'avancée libyenne vers le sud. Et les avions qui doivent fournir l'appui aérien à cette force découvrent un ennemi que Kadhafi n'a pas envoyé. Le désert lui-même. Le Mirage F1 est présent au Tchad, mais son rôle est la supériorité aérienne. Pour frapper des colonnes blindées, des dépôts logistiques, des positions fortifiées dans un paysage sans repères visuels, il faut un avion d'attaque au sol. Le Jaguar arrive sur le théâtre d'opération avec une réputation de machine dépassée et un carnet de maintenance conçu pour les bases bétonnées d'Europe occidentale. Personne dans la chaîne de commandement ne s'attend à ce qu'il excelle dans un environnement pareil. La première surprise vient du train d'atterrissage. Le Jaguar a été conçu avec des jambes robustes et des pneus à basse pression, capables d'encaisser des pistes dégradées, un héritage direct du cahier des charges français qui prévoyait des opérations depuis des terrains dispersés en cas d'attaque soviétique sur les bases de l'OTAN en Europe. Ce qui devait servir contre le pacte de Varsovie sert contre le sable tchadien. Les Jaguars se posent et décollent depuis des pistes que des appareils plus modernes ne pourraient pas utiliser, sans risquer d'endommager leurs cellules. La deuxième surprise vient du moteur Adour, celui que personne n'aimait, le bâtard franco-britannique né du compromis entre Rolls-Royce et Turbomeca. Dans la chaleur extrême du Sahel, les réacteurs perdent de la puissance. C'est un phénomène physique inévitable, l'air chaud est moins dense et fournit moins de poussée. Mais le Adour, conçu sans excès de sophistication, se révèle plus tolérant que prévu. Les mécaniciens au sol découvrent qu'ils peuvent effectuer l'essentiel de la maintenance avec un outillage réduit, sans les équipements spécialisés qu'exigent les moteurs de dernière génération. Un avion dont le moteur était considéré comme un compromis médiocre devient le seul appareil de la base dont la disponibilité reste acceptable quand le thermomètre dépasse les 45 degrés. Les missions de combat commencent. Les Jaguars français frappent des positions libyennes dans le nord du Tchad, volant à basse altitude, au-dessus d'un terrain plat, où la moindre erreur de navigation signifie se perdre dans un océan de sable sans point de repère. L'avionique du Jaguar est celle des années 70. Pas de GPS, pas d'écran multifonction, pas de système de navigation par satellite. Les pilotes naviguent à la carte, au compas et à vue quand la visibilité le permet. C'est une guerre d'un autre temps, menée avec un avion d'un autre temps, et les deux s'accordent étrangement bien. L'opération Manta se transforme en opération Épervier en 1986, quand la Libye lance une nouvelle offensive. Le Jaguar reste au cœur du dispositif. Le 7 janvier 1987, des Jaguars français frappent la base aérienne libyenne de Wadi Doum, dans le nord du Tchad, une piste construite par Kadhafi pour projeter sa puissance vers le sud. Les bombes françaises rendent la piste inutilisable. L'avion qui devait être remplacé depuis 10 ans vient de neutraliser une infrastructure stratégique dans une guerre réelle, pas dans un exercice de l'OTAN. Le contraste avec ce qui se passe en métropole est saisissant. À Paris, les bureaux de planification de l'armée de l'air continuent de préparer l'arrivée du Mirage 2000, qui entre à peine en service opérationnel. Les rapports officiels mentionnent toujours le Jaguar comme un système en fin de vie. Les crédits de modernisation sont orientés vers les programmes futurs. Et pendant que les planificateurs écrivent des rapports sur l'avenir, les pilotes de Jaguar au Tchad écrivent des comptes rendus de mission. Deux réalités coexistent, celle des bureaux où le Jaguar est obsolète et celle du terrain où il est indispensable.
Les mécaniciens qui maintiennent les Jaguars au Tchad développent un savoir-faire qui n'existe dans aucun manuel technique. Ils apprennent à protéger les entrées d'air avec des systèmes improvisés contre le sable, à vérifier les filtres 3 fois plus souvent que ne le prévoit la documentation constructeur, à stocker les pièces de rechange dans des conditions que Breguet et Bach n'ont jamais envisagées quand ils ont dessiné cet avion dans le confort de Vélizy et de Wharton. Le Jaguar survit au Sahel parce que des hommes qui le connaissent intimement refusent de le laisser tomber en panne. Quand les escadrons rentrent en France, ils ramènent avec eux une certitude que les états-majors ne veulent pas entendre. Le Jaguar fonctionne en guerre. Pas dans la guerre théorique des scénarios de l'OTAN, mais dans la guerre sale, chaude, poussiéreuse que la France mène réellement. Cet avion, conçu pour un conflit européen qui n'aura jamais lieu, vient de prouver sa valeur dans un conflit africain que personne n'avait prévu. Mais une preuve sur le terrain, pèse-t-elle plus lourd qu'une ligne dans un plan de retrait? Le 2 août 1990, Saddam Hussein envahit le Koweït. En quelques heures, la 4e armée du monde s'empare d'un pays entier, et la communauté internationale découvre qu'elle n'a pas de plan. La France décide de rejoindre la coalition menée par les États-Unis. L'opération française s'appelle Daguet, du nom d'un jeune cerf, comme si Paris voulait rappeler que sa participation serait modeste. Parmi les avions que l'armée de l'air envoie dans le Golfe, il y a des Mirage F1 pour la supériorité aérienne, des Mirage 2000 fraîchement opérationnels, et des Jaguars. Le choix du Jaguar provoque une ironie silencieuse dans les escadrons. L'avion a plus de 20 ans de service. Son cockpit est analogique dans un monde qui bascule vers le numérique. Ce système d'autoprotection date d'une époque où la menace sol-air se résumait à des canons antiaériens et à des missiles de première génération. Et pourtant, quand il faut constituer une force de frappe capable d'opérer dans le désert, de frapper des objectifs au sol avec précision et de résister à des conditions climatiques extrêmes, les planificateurs se tournent vers la même machine qu'ils prévoient de retirer du service depuis une décennie. En janvier 1991, la guerre aérienne commence. Les Jaguars français décollent aux côtés d'appareils qui appartiennent à une autre génération technologique. Les F-15 américains emportent des radars capables de détecter un avion à plus de 150 km. Les Tornado britanniques utilisent des systèmes de navigation et d'attaque informatisés. Les Jaguars, eux, volent avec l'avionique qu'on leur a installée dans les années 70, complétée par quelques modernisations ponctuelles. Un pod de désignation laser ici, un système de contre-mesure électronique là, des améliorations greffées sur une architecture qui n'a jamais été pensée pour les recevoir. Les missions sont réelles, et les risques aussi. Les Jaguars frappent des batteries d'artillerie irakiennes, des positions logistiques, des nœuds de communication. Ils volent à basse altitude pour échapper aux radars de défense aérienne, une tactique qui les expose au feu anti-aérien conventionnel, le type de menace le plus primitif et le plus imprévisible. Chaque sortie est un exercice d'équilibre entre la nécessité de descendre assez bas pour toucher la cible et celle de rester assez haut pour ne pas se faire abattre par un soldat irakien armé d'un simple canon de 23 mm. Les équipages américains et britanniques qui partagent l'espace aérien avec les Jaguars français observent un spectacle étrange. Un avion qui ressemble à un vestige des années 70 produit des résultats comparables à des machines 2 fois plus récentes et 3 fois plus chères. Le secret n'est pas technologique, il est humain. Les pilotes de Jaguar ont accumulé des années d'entraînement sur cette cellule. Ils connaissent ses limites exactes, ses réactions dans chaque configuration de vol, ses caprices mécaniques. L'avion est ancien, mais l'équipage et la machine forment un système rodé que la technologie seule ne remplace pas. L'opération Daguet se termine en février 1991, avec la libération du Koweït. Les Jaguars français ont effectué des dizaines de sorties de combat. Aucun Jaguar français n'a été perdu au combat durant l'opération. La machine la plus ancienne du contingent français est rentrée intacte d'une guerre où des appareils plus modernes, notamment des Tornado britanniques, ont subi des pertes. Le hasard joue un rôle dans ces statistiques, et il serait malhonnête de comparer les bilans sans tenir compte des types de missions assignées à chaque appareil. Mais le fait brut reste. Le Jaguar est parti en guerre, a fait son travail et est revenu. Moins de 4 ans plus tard, les Balkans s'embrasent.
la Bosnie plonge dans une guerre civile d'une brutalité que l'Europe croyait impossible sur son propre sol. L'OTAN intervient, d'abord avec une zone d'exclusion aérienne, puis avec des frappes directes. La France participe. Si les Jaguars sont effectivement engagés au-dessus de la Bosnie au milieu des années 90, la scène devient presque surréaliste. Un avion conçu dans les années 60 pour un compromis franco-britannique que personne ne voulait bombarde des positions en Europe, le continent pour lequel il avait été initialement dessiné, mais dans une guerre que personne n'avait imaginée. À ce stade, le Jaguar a combattu sur 3 théâtres d'opération en une décennie. Le Tchad, le Golfe, les Balkans. 3 guerres différentes, 3 climats, 3 types de menaces. Et à chaque fois, le même schéma se répète. L'avion part en mission, avec sa réputation de machine obsolète, et revient avec un bilan opérationnel que ses détracteurs ne peuvent pas contester. Mais les bilans opérationnels ne changent pas les décisions politiques. Le Rafale, le vrai successeur, celui que Dassault construit avec toute la passion et l'ambition que le Jaguar n'a jamais reçue, approche enfin de la maturité opérationnelle. Cette fois, la décision de retirer le Jaguar n'est plus un projet lointain. C'est un calendrier, avec des dates. Les escadrons savent que chaque mission peut être l'une des dernières, et la question que personne ne pose à voix haute résonne dans les messes des bases aériennes. Retire-t-on le Jaguar parce qu'il ne fonctionne plus, ou parce qu'il faut justifier le coût de son remplaçant? À Bangalore, dans les ateliers de Hindustan Aeronautics Limited, des techniciens indiens ouvrent le ventre d'un Jaguar pour la énième fois. Ils remplacent l'avionique des années 70 par des systèmes israéliens et français de dernière génération, un nouveau radar, un nouveau pod de désignation, un bus de données numériques greffé sur une cellule qui a été dessinée avant l'invention du microprocesseur. L'avion sur lequel ils travaillent n'a jamais été conçu pour recevoir ces technologies. Mais personne ne leur a dit que c'était impossible. Et l'Indian Air Force n'a pas les moyens de s'offrir autre chose. L'Inde a commandé ses premiers Jaguars à la fin des années 70, quand New Delhi cherchait un avion d'attaque au sol capable de frapper en profondeur dans le territoire pakistanais ou chinois. Le choix avait surpris les observateurs. Pourquoi acheter un avion que ses propres créateurs considéraient comme un compromis transitoire? La réponse tenait en 3 mots: transfert de technologie. L'accord prévoyait une production sous licence en Inde, ce que ni Dassault avec ses Mirage, ni les Américains avec leurs F-16 ne proposaient aux mêmes conditions. L'Inde n'achetait pas seulement un avion, elle achetait le droit d'apprendre à en construire un. Ce calcul s'est révélé plus lucide que tout ce que Paris et Londres avaient prévu pour leurs propres machines. Pendant que la France retirait ses Jaguars au milieu des années 2000, et que la Royal Air Force faisait de même en 2007, l'Inde continuait non seulement à voler sur Jaguar, mais à investir dans sa modernisation. La cellule restait la même, ce fuselage étroit dessiné dans les années 60, ses ailes en flèche modérée pensées pour le vol à basse altitude, mais tout ce qui se trouvait à l'intérieur changeait. L'Indian Air Force a dépensé des centaines de millions de dollars pour maintenir en vie un avion dont les créateurs ne voulaient plus. La logique indienne est l'exacte inversion de la logique franco-britannique. Pour Paris et Londres, le Jaguar était un avion sans prestige, un compromis honteux qu'il fallait remplacer par des machines dignes de grandes puissances aéronautiques, le Rafale pour la France, le Typhoon pour la Grande-Bretagne. Pour New Delhi, le Jaguar était une aubaine. Un appareil robuste, maîtrisé industriellement, dont les pièces détachées étaient disponibles et dont la maintenance ne nécessitait pas une infrastructure de haute technologie. Les qualités que l'Europe méprisait étaient exactement celles que l'Inde recherchait. Le résultat est un paradoxe historique d'une ironie presque parfaite. Le Jaguar a volé plus longtemps sous les couleurs indiennes que sous les couleurs françaises et britanniques combinées. La machine que 2 grandes puissances aéronautiques avaient conçue à contre-cœur comme un bouche-trou est devenue la colonne vertébrale de la force de frappe d'un pays d'1,3 milliard d'habitants. Et quand l'Indian Air Force a finalement commencé à envisager le retrait de ses Jaguars au début des années 2020, elle n'avait toujours pas trouvé de remplaçant offrant le même rapport entre le coût et la capacité opérationnelle. Le dernier chapitre de cette histoire n'appartient ni à la France, ni à la Grande-Bretagne, ni même à l'Inde. Il appartient à une question que le Jaguar pose à toute l'industrie de l'armement depuis sa naissance.
Les armées du monde entier dépensent des milliards pour concevoir l'avion parfait, le plus rapide, le plus furtif, le plus connecté, le plus polyvalent. Chaque génération de chasseurs coûte plus cher que la précédente. Le F-35 américain a dépassé les 1500 milliards de dollars de coût total estimé. Le Rafale, malgré son excellence, a mis 20 ans à trouver son premier client export. Le Typhoon a coûté plus de 100 millions d'euros par exemplaire. Et pendant que ces machines extraordinaires cherchent des acheteurs et accumulent les dépassements de budget, un avion sans génie, sans ambition, sans amour, un avion conçu par le désaccord de deux pays qui ne voulaient pas travailler ensemble, a traversé 5 décennies de service actif, combattu sur 3 continents et survécu à tous les programmes qui devaient le remplacer. En 2024, quelque part en Inde, un Jaguar décolle peut-être encore pour un vol d'entraînement. Son pilote n'était pas né quand cet avion a été dessiné. Le cockpit a été modernisé si souvent que plus un seul instrument d'origine ne subsiste. Mais la cellule est la même. Ce fuselage étroit sorti des calculs contradictoires d'ingénieurs français et britanniques qui ne partageaient ni la même langue, ni les mêmes unités de mesure, ni la même idée de ce que cet avion devait être. Et si ce pilote indien pouvait poser une question aux fantômes de Vélizy et de Wharton, elle serait simple. Vous avez construit un avion que personne n'aimait, alors pourquoi refuse-t-il de mourir? Si cette histoire vous a surpris, laissez un pouce en l'air. Cela aide la chaîne plus que vous ne le pensez. Et dites-nous en commentaire, dans votre vie professionnelle, quel outil ou quelle solution provisoire a fini par durer plus longtemps que tout ce qui devait la remplacer? Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, car la prochaine fois, on vous raconte comment un petit chasseur français et un missile ont coulé un destroyer britannique, et comment Paris s'est retrouvé pris entre son allié et son client.